Un herbicide cancérigène dans nos culottes. La revue 60 millions de consommateurs dénonce la présence d'un puissant herbicide dans les protège-slips et les tampons. ATV Guadeloupe vous interpelle sur ce scandale sanitaire à venir. Au même rang que le tabac, la malbouffe augmenterait le risque de troubles de l'érection. Une étude turque l'atteste. Êtes-vous prêt à renoncer à certaines pratiques alimentaires pour éviter l'impuissance? Isabelle Hameau et Patrick Curie ont mené l'enquête. Et puis les champions de la voile traditionnelle ont largué les amarres ce dimanche. Première étape du championnat de Guadeloupe. Le plan de Doloricis a offert aux navigateurs des conditions de navigation idéales face à un public conquis. Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver à la une de votre journal ce soir. Un nouveau scandale sanitaire à venir. La revue 60 millions de consommateurs a dénoncé la présence d'un herbicide dangereux, le Roundup, classé cancérigène, dans des protège-slips et des tampons. C'est l'intimité même des femmes qui est atteinte par la présence du glyphosate, le principe actif du Roundup, produit par le géant américain Monsanto. Mais le magazine ne s'arrête pas là. Il dénonce la présence résiduelle d'autres substances potentiellement toxiques dans certaines serviettes hygiéniques. Les industriels, eux, s'en défendent. Ils martelant l'innocuité de leurs produits, à croire que la présence de substances toxiques ne devrait pas nous inquiéter. Mesdames, mais vous, qu'en pensez-vous? Isabelle Hameau et Patrick Curie ont ramené vos premières impressions. Il faut qu'il y ait davantage de contrôle et qu'on soit plus protégé. Il ne faudrait pas qu'on soit exposé à des pesticides comme ça qui peuvent nous rendre malades, qui peuvent porter atteinte à notre santé. Donc je pense que s'il y a des produits comme ça qui sont vraiment dangereux, il ne faudrait pas qu'on y soit exposé. Ça met mal à l'aise, c'est sûr. Mais bon, je pense qu'il n'y a pas que ces produits-là. Si on devait étudier tout ce qu'on consomme, tout ce qu'on nous vend, comme on dit, on ne nous dit pas tout ce qui se passe. Voilà. C'est notre santé qui est en jeu. Déjà qu'on respire pas mal de cochonneries. Si en plus on en a en contact direct avec notre corps, c'est gênant. Laissez-moi vous dire, dans tous les produits, presque tous les produits, il y a des machines de cancer. Hein. Dans tous les produits. Hein. C'est quand même inquiétant ça. Je sais pas. Mais ce que je peux penser, c'est qu'il devrait changer ça. Ça ne sert à rien de mettre des produits cancérigènes si c'est juste un absorbant. Donc normalement, un tampon, c'est quelque chose de qui demande beaucoup d'hygiène. Il faut le changer environ en moins d'une heure. En général, un tampon doit être changé d'ici une heure et demie. Enfin, on ne doit pas garder un tampon plus de 2 heures dans le corps parce que c'est ça qui pousse à l'infection et aussi au cancer aussi puisse se développer plus facilement puisque ça ouvre le tampon au bout d'un moment. Il faut que ça lâche ce qu'il a lâché. Je trouve que ce n'est pas bon pour la santé féminine. Il faudra quand même changer leur formule un petit peu, revoir leur fabrication. Parce que je trouve que beaucoup de femmes maintenant ont des cancers de col de l'utérus et ça vient, je pense, à une partie de ce produit-là. Les produits toxiques qui sont dans ces tampons et des serviettes hygiéniques. Je trouve que c'est pas bien. C'est pas bien et ils ont pris du temps pour trouver ça. Maintenant, peut-être que tout le monde a le cancer du col de l'utérus. Et là, maintenant, on dit ça. Je trouve que c'était pas bien. Ils auraient dû déjà voir ça depuis longtemps. Pas maintenant. C'est quand tout le monde est malade, maintenant on cherche la solution. C'est pas maintenant. C'était avant, il fallait dire la vérité aux gens. Le tabac, la graisse et le sucre ne font pas bon ménage avec l'érection. Selon une étude publiée par une équipe d'universitaires de Turquie, ils augmenteraient même le risque de troubles de l'érection. Ainsi, aller trop souvent au fast-food ou consommer quotidiennement des boissons sucrées serait aussi mauvais pour l'érection que le tabac. Êtes-vous prêt à renoncer à certaines pratiques alimentaires pour éviter l'impuissance? Voilà ce qu'ATV Guadeloupe a recueilli. C'est quand on complique les diverses consommations qu'il y a problème. Voilà. Mais si on consomme uniquement local, on peut avoir toute sa puissance, jusqu'à 60, 70 ans, 80 ans. C'est-à-dire le curcuma, le moringa, il y a le kombucha, il y a pas mal de médicaments locaux qui peuvent tenir l'homme bien. Tant que c'est pour la santé, le bien-être, pourquoi pas, il faudrait arrêter. Sinon, par rapport à... On va dire que bon, ça dépendra de ce qu'il en est et puis des aboutissants et des ressorts. Tout à fait. Ce serait tout à mon avantage. C'est important de pouvoir être un homme accompli et tout à fait normal.
Donc si ça peut inciter à faire en sorte que je ne sois pas un homme complet et impuissant, non, je vais l'éviter. Si ce sont par exemple des produits qui sont nécessaires aussi pour avoir toute l'énergie qui nous est nécessaire, par exemple moi je fais du sport, j'ai besoin de certains aliments qui me sont nécessaires. Après bon, c'est pas, les performances sexuelles ne sont pas principalement mes préoccupations en ce moment, donc voilà. Tant qu'on peut l'éviter, oui, tant mieux. On peut l'éviter, oui. Pourquoi? Je pense qu'on a quand même besoin de sa puissance. Hein. Mais je n'ai pas de bonne direction et en plus de ça, moi je suis comme un sportif de haut niveau, je ne consomme pas n'importe quoi et je me nourris correctement, je ne fume pas, je ne bois pas, je suis jusqu'ici je suis en bonne santé. Oui, effectivement, j'arrêterai certains produits alimentaires pour la santé, surtout celle de mon pénis parce que c'est mon organe génital et que sans je ne pourrais pas, comment dire, vous voyez, je ne pourrais pas faire mes enfants et la santé c'est la chose normalement la plus importante. Hein. On devrait s'en soucier. D'accord? Alors pour moi c'est ça. Alors j'étais pas du tout au courant mais ouais, je serais prêt à arrêter, même sans ça déjà j'y songe beaucoup mais là vous me dites ça, ouais c'est vrai que ouais. Moi personnellement ça fait une vingtaine d'années que je fume sans réel arrêt et honnêtement non, jamais de problème de ce niveau-là. Non, honnêtement ça va. Je n'ai pas eu trop de plaintes, on va dire. ATV Guadeloupe a déjà eu l'occasion d'attirer votre attention sur la prolifération des fast-foods en Guadeloupe. Je vous propose de revoir l'enquête de Guillaume Marc sur ce sujet ô combien délicat. À midi, lorsque sonne la pause déjeuner, beaucoup d'enfants préfèrent à la cantine ce petit camion installé juste en face de l'établissement. Ici, on vend des sandwichs, des friandises, des menus pas très diététiques. Je veux pas manger à la cantine. Pourquoi? Parce que je veux pas. Voilà, il a dit c'est dégueulasse et je veux pas. C'est plus bon ici. Tu viens combien de fois? Dès que je peux. Tout le temps. Un peu plus loin, à l'arrière de cette voiture, encore des bonbons. Les petits ice pop, ça s'appelle en anglais ice pop, d'accord? Et des glaces très sucrées que les enfants adorent. Ça rafraîchit comme on est en période de chaleur. Quand on a chaud, on en prend. Les Guadeloupéens aiment le fast-food dès leur plus jeune âge. Et ça, les grandes enseignes de la restauration rapide l'ont bien compris. McDonald's, Quick, KFC, tous sont implantés sur l'archipel et se livrent une concurrence acharnée à grand renfort de publicité. Ces 12 derniers mois, ce sont même 3 nouveaux restaurants qui ont ouvert, dont ce Burger King à Jarry. Là, c'est la première fenêtre, c'est la prise de commande, directement. Qui fait le plein tous les midis. La queue sur ce midi, elle est plutôt correcte, on va dire. On a la possibilité, la chance de pouvoir stocker plusieurs voitures et pouvoir avoir un flux assez important sur la période du midi. À l'intérieur aussi, le restaurant est pris d'assaut. Salade. Mais la salade, s'il te plaît. Chaque jour, il enregistre en moyenne 1200 commandes. Alors, on sort en moyenne 2100 burgers par jour. Sur les grosses journées comme le samedi, on peut monter jusqu'à 3000 burgers. C'est beaucoup? C'est juste énorme. Les gros restaurants parisiens, ils sont en moyenne à 3000 burgers par jour. Des chiffres impressionnants qui font de la Guadeloupe une terre promise pour la restauration rapide. La Guadeloupe, c'est un département qui se développe en pleine expansion et nos projets sont assez impressionnants sur la Guadeloupe. C'est impressionnant, c'est sur l'année, là, il y a 3 restaurants d'enseignes différentes qui ont ouvert, mais 3 restaurants. Parce que les Guadeloupéens, ils sont présents, ils sont festifs et ils aiment les bonnes choses. Des Guadeloupéens qui sont aussi trop gros. Dans l'archipel, 1 personne sur 2 est en situation de surpoids, 1 sur 5 en situation d'obésité. L'obésité, une maladie que l'on combat au centre médico-social de Basse-Terre et dont les mauvaises habitudes alimentaires ne sont pas les seuls responsables. On mange mal partout et après la prédisposition génétique va faire que ce sera visible au niveau de l'obésité, plus dans certaines régions de la planète que dans d'autres. Aux Antilles, par exemple, on grossit plus facilement qu'en métropole. Il faut donc redoubler d'attention. Lors de ces déjeuners ateliers, ces patients apprennent à manger équilibré. Alors est-ce que là, sur notre plateau, justement, aujourd'hui, on a les 8 éléments qui permettent de faire l'équilibre? 8 ingrédients essentiels
qu'il faut inclure dans tous ces repas. Donc légumes, fruits, laitage. Mais aussi de la graisse et du sucre. Du coup, interdit d'interdire la pâte à tartiner ou encore les sodas. Il y a une tentation, il y a quelque chose dont j'ai envie. Si je me frustre, je finirai par craquer et par compulser à un moment ou à un autre. Donc l'idée, c'est de se dire que je vais satisfaire mon envie en respectant ce que mon corps me demande, c'est-à-dire quand j'ai faim. Dans ce centre médical, 700 patients sont pris en charge, soit une goutte d'eau face à l'immensité du problème. La ministre de la Santé Marisol Touraine a achevé sa tournée en Guyane hier soir. Une visite largement consacrée à la lutte contre l'épidémie de Zika et la situation des hôpitaux de Saint-Laurent et de Cayenne. Ayodélé Germa, d'ATV Guyane. Depuis le 1er janvier, 1030 cas de Zika ont été recensés en Guyane. 11 cas confirmés chez les femmes enceintes et une suspicion de microcéphalie. La ministre de la Santé a consacré sa visite à cette épidémie. L'épidémie est sérieuse. Je ne sais pas à quel rythme elle va progresser, ni comment elle va progresser, mais d'ores et déjà des moyens supplémentaires ont été apportés. Des moyens matériels, avec aussi bien à Saint-Laurent-du-Maroni qu'ici à Cayenne dans les hôpitaux, des respirateurs qui ont été fournis pour renforcer les services de réanimation. Si l'épidémie devait progresser et se poursuivre, et si des moyens supplémentaires apparaissaient, eh bien, nous apporterions ces renforts de la même façon que nous l'avons déjà fait dans d'autres pays, dans d'autres départements ou ici même en Guyane. Elle a inauguré samedi à l'Institut Pasteur un laboratoire de haute sécurité biologique. Ce laboratoire sera consacré à la recherche des maladies transmises par les moustiques. Outre l'épidémie du Zika, il était également question de la situation financière du CHAR. 35 millions d'euros, c'est le montant de la dette du centre hospitalier André Rosemont. En réponse, la ministre promet une aide de 4 millions d'euros pour les syndicats. Cette somme est insuffisante. Les 4 millions, bon, ils arrivent comme ça, donc c'est un don. On ne sait pas exactement à quoi ça correspond. Comme on l'a déjà dit plusieurs fois, d'après les sources même du directeur, après il ne pourra pas dire qu'on défend ses propos, il y a 25 millions d'impayés pour les créanciers et environ 10 millions de déficit de l'hôpital structurel. On est déjà à 35 millions. Donc pour faire tout ça, entre autres création de 109 lits, voilà, il faut des moyens. Donc l'idée c'est, bon, peut-être, on l'a vu, presque 30 millions pour payer les dettes et peut-être 50 millions pour reconstruire et réhabiliter et construire aussi, voilà, de nouvelles structures. Marisol Touraine s'est également rendue au centre hospitalier de l'Ouest guyanais avec plusieurs promesses. Un nouveau service de chimiothérapie au second semestre 2016 et 44 lits supplémentaires pour le service natalité. Du matériel, du personnel aussi de sages-femmes prévu pour effectivement Saint-Laurent-du-Maroni pour permettre aussi que le personnel en place continue à faire son travail habituel, mais que ces deux sages-femmes puissent être en appui pour pouvoir justement augmenter le nombre d'échographies vis-à-vis des femmes enceintes. Un nouvel établissement de 216 lits et de 23 places est prévu pour fin 2017 à Saint-Laurent-du-Maroni. Le début de la campagne sucrière est prévu le 9 mars prochain en Guadeloupe. Les spécialistes sont unanimes. La récolte sera mauvaise, mais les planteurs sont déjà prêts à couper leur première canne. Yvan Lemar s'est rendu à Beauport, à Port-Louis, pour faire le point sur la situation. À Beauport, comme partout en Guadeloupe, l'année 2015 a été difficile pour les planteurs. À cause de la sécheresse, les cannes ont subi pas mal de conséquences. C'est vrai que cette année, on a une diminution, nous aussi à Beauport, au moins de 3000 tonnes. Des cannes amoindries, avec des nœuds très rapprochés, des conséquences visibles de la sécheresse. Quand il y a de l'eau, on voit tout de suite que les cannes partent en végétation, les cannes poussent, les cannes, les feuilles sont vertes. Mais maintenant, comme vous voyez que les cannes sont séchées, il n'y a pas beaucoup de jus non plus dans les cannes actuellement là. Sur certaines parcelles. Mais il y a des parcelles que si c'est irrigué, les cannes sont plus récoltables, quoi. Cette année, toutes les parcelles ne seront pas exploitées. Il y a des parcelles qui ont été plantées en 2014, qui n'étaient pas récoltables en 2015. Et là, c'est des cannes qui sont passées en grande culture. Et puis, il y a des parcelles aussi qui ont coupé très tôt, en 2015, et qui vont être récoltées quand même à la fin de récolte. Certaines parties des parcelles ont été détruites par la sécheresse, mais il faudra récolter malgré tout. On est obligé de récolter et après la récolte, de mettre les moyens pour
faire des entretiens et pour repartir de plus belle. Point positif, avec ces conditions climatiques, la richesse en sucre risque d'être bonne. La richesse, je ne suis pas inquiet. Parce qu'en général, on dit quand il fait chaud, les cannes ont du sucre. Mais ça reste à voir. Peut-être avec la sécheresse aussi, s'il n'y a pas beaucoup de jus dans les cannes, il y aura quelques peu de sucre. Le taux de richesse en sucre est estimé à 10 sur 12 cette année. Le début de la récolte est prévu le 9 mars prochain. La mairie du Lamentin tente de resserrer du lien entre parents et enfants. Chaque mois, elle organisera des rencontres thématiques sur les problèmes liés à la parentalité, animées par un spécialiste. Lucia Courtois, bonsoir. Vous êtes éducatrice des jeunes enfants. Oui. Je propose d'abord de regarder le reportage de Karen Diamin. La thématique ce matin portait sur le rôle fondamental du jeu entre les parents et les enfants. Et nous reviendrons sur ce sujet tout à l'heure. Père de 3 enfants, André est un papa poule qui accorde une place importante aux activités pouvant aider ses enfants à s'épanouir dans une société parfois trop avant-gardiste. Dans la société, malheureusement, j'ai l'impression justement qu'ils ont mis les enfants trop en avant. Je pense qu'il faut justement apprendre à l'enfant c'est qui enfant, c'est qui parent, tout en jouant avec eux. L'important aussi, c'est d'avoir justement cette relation de confiance. Et pour que ça puisse s'établir, il faut justement avoir un lien. Et le jeu est pour moi le meilleur des liens. Et bien entendu, quand ils seront un peu plus grands, le sport. Erika, maman d'une petite Camille de 7 ans, aura trouvé dans cet échange des astuces pour améliorer le lien qui l'unit à sa fille. Aujourd'hui, ça m'a permis aussi de voir que le jeu pouvait être fait de différentes façons, pas forcément en se mettant à table avec un jeu de société ou autre. Donc ça m'a permis de me soulager aussi parce que on peut jouer avec son enfant en cuisine, ça m'arrive aussi, de lui faire participer à une recette ou autre. Une manifestation interactive animée par des spécialistes qui ont offert de nombreux conseils aux parents présents. C'est vrai que les jeux de société, c'est toujours intéressant, mais les parents peuvent tout à fait faire de la pâtisserie avec les enfants, si les parents aiment bien la pâtisserie. Les parents peuvent faire du sport avec les enfants, et puis chahuter avec les enfants, lire des livres. Il y a beaucoup de parents qui sont perdus, donc si les parents sont perdus, les enfants vont être perdus aussi. Puis les parents rencontrent aussi beaucoup de problèmes personnels, la vie n'est pas toujours facile et donc ils ont besoin d'être aidés dans leur rôle. Une difficulté prise en compte par la municipalité qui a souhaité y remédier par le biais de groupes de parole. La collectivité du Lamentin propose donc aux parents pendant les petites vacances des ateliers thématiques que l'on appelle les créa-vacances, à travers lesquels les enfants, accompagnés des animatrices, découvrent le théâtre, les arts plastiques, le sport. Et il est vrai que les parents, par la retranscription de petites scénettes, découvrent des talents cachés que les enfants ont. Et on se rend compte qu'effectivement, il manque ce petit truc pour que les parents aient des espaces pour qu'ils puissent découvrir. Donc pourquoi ne pas justement retravailler sur ce lien, sur l'importance du jeu dans la relation parent-enfant. Avec une thématique des plus importantes, la première édition des rencontres La parole aux parents fut un véritable succès. Lucia Courtois, avez-vous le sentiment en tant que spécialiste que le parent guadeloupéen est dépassé aujourd'hui ? Alors moi, personnellement, je ne dirais pas que le parent guadeloupéen est dépassé. Le parent guadeloupéen essaie de s'adapter par rapport à ce qu'il a reçu, lui, à son bagage éducatif, à ce que la société apporte, à ce que les autres, comme vous dites, les spécialistes, vont emmener comme information. Donc lui, il essaie un petit peu de trouver l'équilibre. Ce n'est pas toujours évident parce que lors de cette manifestation, les parents ont beaucoup dit qu'ils avaient peu de temps pour être avec les enfants. Et puis, ils ont envie de faire très bien. Et donc, les spécialistes leur ont peut-être un petit peu enlevé toute cette initiative qu'ils pourraient avoir au départ, tout ce qu'ils ont reçu eux et qu'ils pourraient transmettre de façon naturelle. Donc, ils sont à la recherche d'informations plus pointues, que les enfants fassent des activités à droite, à gauche, du sport, comme a dit le monsieur, etc. Et il est intéressant justement de revenir à des choses basiques, être tout simplement en compagnie de son enfant et de faire avec son enfant. Il l'a dit, ça permet justement de créer des liens, de pouvoir avoir cette proximité, de pouvoir retrouver une certaine intimité, de découvrir son enfant dans le jeu, de jouer avec lui, ça permet de découvrir ses compétences, sa personnalité
Et le parent, en fait, les deux sont gagnants dans cette affaire puisque le lien va se créer et les parents auront cette confiance et les enfants aussi. Et donc, on va aller dans des familles qui, justement, vont pouvoir échanger, parler, prendre le temps. Est-ce que ça correspond au modèle de la famille antillaise, finalement, cette intimité, ce concept? C'est plutôt occidental, j'ai envie de dire. Alors, c'est occidental, c'est-à-dire que le modèle parental tel que nous l'avons connu il y a quelques années est confronté forcément à l'évolution de la société. Et les parents se posent énormément de questions, puisqu'ils ont beaucoup plus d'informations à leur portée sur l'évolution d'un enfant, comment se construit la personnalité d'un enfant. Et toutes ces informations, justement, viennent un petit peu contrecarrer les modèles que nous avions avant, où l'enfant avait une place bien précise, etc. Et peut-être qu'à certains moments, on n'est pas toujours dans la justesse. Il faut quand même trouver un juste milieu. Comme disait le monsieur tout à l'heure, les enfants doivent pouvoir retrouver leur place d'enfant et le parent, sa place de parent. Et le jeu, le partage d'une activité permet justement, contrairement à ce qu'on peut croire, justement de retrouver ses places, de retrouver cette valeur, de poser une autorité, parce qu'on va poser des règles, de permettre à l'enfant de les respecter, et tout ça dans un respect mutuel. 7 mariages sur 10 en Guadeloupe échouent. Est-ce que vous pensez que ce modèle familial qui périclite est responsable également de cette situation, des parents qui ont du mal à éduquer leurs enfants? Est-ce qu'un parent qui éduque son enfant seul, une mère ou un père, finalement, cet enfant n'a pas les mêmes chances qu'un autre qui évolue dans un milieu beaucoup plus équilibré ayant ses deux parents? Alors, il est question. Alors, l'équilibre peut se trouver en dehors d'un couple marié, vivant ensemble, etc. L'important. Alors, c'est vrai qu'une séparation, un enfant à qui on a proposé un modèle familial et après on lui propose autre chose, va forcément avoir peut-être des difficultés, comme les parents eux-mêmes peuvent avoir des difficultés à gérer cette séparation. Seulement, en personne intelligente, ce qu'il faut savoir, c'est que l'enfant, il ne perd pas ses parents quand les parents se séparent. D'accord ? Donc l'important, c'est qu'il puisse retrouver sa place d'enfant auprès de maman, auprès de papa. Et probablement dans la famille recomposée, puisque souvent on a des familles recomposées. C'est ce qui est important, c'est justement la qualité du lien, que le père continue à jouer son rôle de père, la mère son rôle de maman, et que les parents puissent s'entendre, comme on dit couramment, dans ce qui est important pour l'enfant. Et cet enfant, il n'est pas plus malheureux qu'un enfant qui vivrait dans une famille unie. Alors, on l'a vu tout à l'heure dans le reportage, ce sont des parents plutôt présents, ils étaient là d'ailleurs à cette soirée. Tout à fait. Qu'en est-il des enfants en décrochage scolaire où les parents ne viennent pas, où les parents n'ont pas de relation? Comment vous arrivez à toucher ce type de public? Dans cette manifestation, justement, la question a été posée. Les parents qui sont là sont des parents justement qui sont déjà en questionnement par rapport à la parentalité. Ils veulent encore des informations, pouvoir avoir des réponses pour mieux être dans leur rôle de parents. Et alors, les personnes qu'on ne touche pas, moi, je pense qu'il faut peut-être analyser la situation autrement. Comprendre quels sont ses parents, justement, et comment aller vers eux. Moi, je pense que ce n'est pas une cause perdue. Il suffit peut-être de bien analyser les choses. Vous arrivez à les toucher, c'est ça ma question. Est-ce que vous arrivez justement à être en contact avec eux? Ces enfants qui ont vraiment besoin, parce qu'ils n'ont pas forcément une main tendue. Alors, l'école est en contact avec eux, sauf que ce n'est pas évident parce que l'école, c'est une institution avec un objectif précis sur le savoir, etc. Ils ne jouent pas comme avant le rôle vraiment de médiateur dans la question éducative, je veux dire. Mais je pense que les personnes qui mettent en place des espaces comme celui-là doivent aller chercher les parents là où ils sont. Il y a peut-être à faire, il faut être créatif et surtout analyser les personnes. On a fini par parler de bienveillance à un moment dans cette manifestation avec les parents. La bienveillance, justement, serait d'être à l'écoute de ces parents-là pour pouvoir les toucher. Lucia Corta, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Je vous en prie. Le bilan de l'aéroport Aimé Césaire en Martinique est plutôt positif, comme la Guadeloupe. Ce matin, la SAMAC et le comité martiniquais du tourisme présentaient les chiffres de 2015. Un bon cru, boosté notamment par l'arrivée de la compagnie Norwegian Airlines, le reportage de nos confrères d'ATV Martinique.
17% de passagers en plus pour l'année 2015, l'activité aéroportuaire en Martinique se porte bien. Que l'on vienne de l'Hexagone ou d'ailleurs, chacun a de bonnes raisons de prendre l'avion. Nous sommes allés à la Barbade pour passer 2 jours et prendre un peu de vacances. Nous venons de revenir. Début avril, nous partons pour New York pour quelques jours parce que nous avons des amis sur place et nous allons bien sûr là-bas parce que les prix sont très intéressants. On a déjà fait Saint-Martin, nous sommes passés un petit peu à Sainte-Lucie et Martinique, c'était la première fois. Moi, je fais que transiter par la Martinique. Quand je vais sur la métropole, je passe par la Martinique parce que j'ai des amis ici et puis parce que c'est plus pratique. L'essor de la croisière profite aussi à l'aéroport, un flux important de passagers en transit mais qui dépensent assez peu dans les boutiques. Disons qu'on a beaucoup plus de monde sur la plateforme, surtout le samedi où il y a beaucoup de gros porteurs. Après, au niveau du chiffre d'affaires, il faudra attendre la fin de la saison parce que les clients achètent beaucoup de petites choses. C'est vrai que les achats ont changé par rapport à il y a quelques années. Un succès dû en grande partie à l'ouverture en décembre dernier des nouvelles lignes de la compagnie Norwegian desservant les USA. Avec un potentiel de 6 700 000 passagers chaque année au départ de New York, l'objectif est de développer cette collaboration. La Norwegian a prolongé tous ses vols d'une semaine pour Boston et Washington et d'un mois pour New York, en rajoutant même un vol par semaine pour cette saison-là. Puis nous sommes en train de négocier pour que ça continue et surtout que même en basse saison, nous ayons un vol au moins de la Norvégienne par semaine. L'aéroport devrait connaître encore plus d'affluence puisque la SAMAC est en négociation de contrat avec la compagnie allemande Condor et un vol Fort-de-France-Francfort pour 870 €. Au mois d'avril, Air Antilles ouvrira un vol direct de 30 minutes 2 fois par semaine vers la Dominique. Mais plus de clients est synonyme de plus d'infrastructures, un problème déjà anticipé pour un aéroport à l'étroit en pleine période touristique. Sous le contrôle de notre conseil de surveillance, donc on a élaboré un schéma directeur de développement de l'aéroport qui prévoit donc de construire plus de 18 000 m² supplémentaires, donc à la fois en salle de livraison bagages, salle d'embarquement, de bureaux supplémentaires, de halls publics supplémentaires, de commerces supplémentaires pour absorber cette croissance et pour nous permettre de développer cet aéroport sur les 20 ans qui viennent. Reste à adapter l'offre du séjour à l'offre aérienne. Les professionnels du tourisme ont encore du pain sur la planche pour accueillir ces nouveaux vacanciers dans les meilleures conditions. Dans un instant, portrait de Joseph Vulgaire, le précurseur de la restauration self en Guadeloupe. Et puis nous revivrons en images la première étape du championnat de la voile traditionnelle de la Guadeloupe. L'ex-garde des Sceaux, Christiane Taubira, est de passage chez elle, en Guyane. Elle a tenu une séance de dédicace de son essai Murmure à la jeunesse dans une librairie cayennaise ce week-end. Près de 5 heures de rencontres avec ses admirateurs venus très nombreux. Ayodele Germa, d'ATV Guyane. Une petite pique rapide à l'endroit des journalistes. Donc vous pouvez pas me sortir tous ces journalistes-là. L'ex-ministre de la Justice ne souhaite pas faire attendre ses lecteurs. Ils étaient plus de 200 à faire le pied de grue dans les allées de cette librairie. C'est un auteur qui m'intéresse. En plus, la personnalité de Christiane Taubira qui est très intéressante. Et ce qu'elle a fait dernièrement, vraiment je la félicite parce qu'il faut énormément de courage et de conviction. Une attente de près d'1 heure pour avoir un moment de tête-à-tête avec Christiane Taubira. La jeunesse à qui elle dédie cet ouvrage semble conquise. J'ai été surprise déjà de la voir comme ça, parce que je croyais que c'était une personne qui était sérieuse alors qu'elle est très ouverte. Et j'ai beaucoup aimé. C'est l'actualité du moment surtout, donc quand elle a quitté le gouvernement, donc voilà, j'ai voulu lire ce livre. J'ai eu le temps de lire les premières pages dans la file, ensuite elle l'a mangé. Pourquoi la jeunesse ? Parce que j'estime que ma génération a des comptes à rendre et que l'essentiel que nous puissions faire, c'est d'expliquer le monde aux jeunes, de les aider à le comprendre pour être actifs, pour être sujet de droit, c'est-à-dire pour être les acteurs même de leur avenir. Donc voilà pourquoi ma première préoccupation va à la jeunesse, mais je sais bien que je ne parle pas qu'à la jeunesse. Attentats, lutte antiterroriste, état d'urgence, comment dans ce contexte préserver les valeurs de la République ? La déchéance de nationalité est-elle la meilleure solution ? Dans cet essai, l'ex-garde des Sceaux s'interroge. Un sujet extrêmement lourd, sur lequel il aurait été facile de faire le dos rond, de laisser passer, de céder à une petite lâcheté, tout simplement. Une petite lâcheté que j'aurais pu justifier parce que j'avais engagé de très belles choses dans le ministère de la Justice. Il y a des tas de choses qui aboutissaient. J'avais encore
la réforme de la justice des mineurs à faire. Donc voilà, j'aurais pu tranquillement céder à la lâcheté qui consistait à me dire c'est pas grave, on peut laisser passer. Donc moi j'ai voulu clarifier ça dans ma tête. Une fois que c'était clair dans la tête, je me suis dit qu'il fallait le partager. Dans cette librairie, 225 exemplaires de Murmures à la jeunesse ont été vendus en une matinée. Chacun est reparti avec un petit mot de Christiane Taubira. Le maire de Terre de Haut, Louis Molinier, a été nommé président du comité du tourisme des îles de Guadeloupe. Il succède à Hilaire Brudet, secrétaire fédéral du Parti socialiste. Reportage Karen Diama. Après Hilaire Brudet, Louis Molinier est le nouveau président du comité de tourisme des îles de Guadeloupe. Maire d'une commune des plus touristiques, c'est une véritable synergie des instances que le nouveau président souhaite mettre en place. Il ne faut pas détacher les commissions régionales, que ce soit l'agriculture, pêche, que ce soit la culture, que ce soit le transport, avec le tourisme. Je pense que chacun ne doit pas rester de son petit coin à gérer sa propre commission. Il faut absolument qu'on puisse avoir une vision du développement touristique sur le transport, sur la pêche, l'agriculture. Qu'est-ce que nos pêcheurs et nos agriculteurs peuvent proposer pour leur améliorer leurs revenus? Qu'est-ce que sur le transport on peut améliorer, surtout sur le transport maritime, voire sur le transport aérien. Donc voilà, c'est un tout. Moi je viens pour travailler pour ce pays, pour la Guadeloupe, pour la région Guadeloupe. Nous avons, avec la loi Notré, des changements radicaux qui vont se faire au CTIG. Donc voilà, il faut absolument qu'on puisse tout mettre en place ensemble. Une ligne professionnelle qui sera soutenue par un président de région qui reconnaît en ce nouveau président des qualités indéniables. Il est dans cette vie touristique, hein. Je ne sais pas si vous avez déjà été chez lui à Terre de Haut, c'est une ville vraiment très animée. Tous les week-ends, c'est plus de 300, comme il m'a dit l'année, 1000 personnes qui passent. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui connaît un peu le tourisme, qui fréquente le tourisme, qui a une envie de porter son concours sur ce qu'il a fait dans sa commune. Donc il est tout à fait normal pour nous qu'il soit le mieux placé. Nous avons M. Camille Pélage qui aurait pu être aussi nommé ou quelqu'un d'autre. Mais M. Pélage fait partie de la commission tourisme. Nous avons Mme Taille-Pierre qui est présidente de cette commission tourisme qui a fait un très bon travail aussi à Petit-Bourg. Donc nous voulons continuer à développer le tourisme, accompagner les directeurs, accompagner ceux qui aiment la Guadeloupe, les hôteliers, et redynamiser la Guadeloupe par un tourisme de qualité. Avec cette nouvelle présidence, ce sont de nouveaux horizons touristiques qui s'ouvrent à la Guadeloupe. Pour aider les personnes en situation financière, en difficulté financière, la Banque Postale a mis en place une opération de récolte de fonds par le biais de sa fondation. L'initiative contre l'exclusion bancaire a pu récolter 1 860 € reversés ce matin à la Croix-Rouge. Reportage Loïs Ignace. 1 860 €, c'est la somme récoltée et remise à la Croix-Rouge par la Banque Postale, un partenariat qui ne fait que commencer entre les deux structures. Nous remercions la Banque Postale vraiment, mais surtout, c'est un partenariat qui ne fait que commencer. Le montant des actions que nous menons, ça sert principalement aux actions en faveur des familles en difficulté, aux jeunes qui en ont besoin, l'insertion, des personnes âgées, vraiment pour l'action sociale. C'est la priorité. Une somme récoltée par la Banque Postale sur des opérations bancaires effectuées de septembre à décembre 2015. L'objectif de cette matinée était de distribuer donc en fait un chèque de 1 860 € à la Croix-Rouge qui représente en fait une concrétisation d'une offre qui était faite par rapport aux collaborateurs de la Banque Postale qui faisaient des transferts commerciaux vers le service développement. Et à chaque transfert, on récupérait 1 € au bénéfice d'une association. Au niveau du centre financier de la Guadeloupe, nous avons récupéré donc 1 860 € et nous sommes le 3e centre financier par rapport aux 23 centres de la métropole. Donc c'est une action vraiment remarquable et j'ai félicité tous mes collaborateurs qui ont participé à cette opération. 26 960 € ont été récoltés au niveau national. Concernant le montant de 1 860 € recueillis en Guadeloupe, la Croix-Rouge l'affirme, cette somme sera utilisée exclusivement dans notre département.
Joseph Vulgaire, connu pour avoir importé en Guadeloupe le concept du self-service, a reçu un prix international pour la qualité de son restaurant situé à Bemao, à Jari-Bemao, une distinction qui vient récompenser 40 ans de travail. Reportage Nathalie Dinan, Moïse Dexter. Joseph Vulgaire, le directeur de Jaripla, a reçu le mois dernier le prix International Hotel and Restaurant Quality Award, décerné par le Global Trade Leaders Club en Espagne, une belle reconnaissance pour ce précurseur du self-service en Guadeloupe, aujourd'hui à la tête d'une entreprise de traiteurs. Ça m'a fait chaud au cœur, puisque quand même ça veut dire que c'est le travail bien fait qui est reconnu. Ça veut dire qu'on est reconnu à l'international, donc c'est bien pour moi, c'est bien pour mon équipe et c'est bien pour la Guadeloupe. Et dans ma catégorie, j'ai été, et donc ils sont venus, ils ont vu et on a proposé ma candidature, sans que je le sache. Ensuite, une fois qu'ils ont proposé ma candidature, ils ont fait leur enquête à travers les chambres de commerce, etc. Et à partir de là, ils se sont réunis, ils ont élu notre entreprise pour sa ténacité, pour le nombre d'années qu'on est sur le marché et pour le travail bien fait. Le travail bien fait et l'exigence sont des qualités qui ont mené ce restaurateur à la réussite. Il y a une quarantaine d'années, il défie les habitudes et bouscule notre mentalité en créant le premier restaurant self. Du Grillon-Grille à Pointe-à-Pitre, à Jaripla au cœur du poumon économique, Joseph Vulgaire n'a pas arrêté de lutter. Parce qu'actuellement, vous savez, les banques sont frileuses. C'est pas facile. Même quand vous avez une aide, vous avez l'aide, mais le déblocage se fait pas facilement, donc il faut faire avec les moyens du bord, mais on réussira. De toute façon, il est hors de question qu'on ne puisse pas réussir. On a été un précurseur, on a été le premier self en Guadeloupe, et là très bientôt, le nouveau projet, c'est le food court, et on sera encore le premier food court de la Guadeloupe. Dans la tête de Joseph Vulgaire, ça grouille. Il veut absolument adapter son établissement aux nouvelles tendances de consommation, mais aussi aux nouvelles technologies. Bientôt, aux côtés des saveurs créoles et françaises, les communautés présentes en Guadeloupe, les Italiens, les Asiatiques et les Indiens pourront déguster leurs spécialités. Être acteur et non spectateur de son économie, c'est ce qui guide ce chef d'entreprise. Les deux piliers de l'équipe de tennis canadienne Milos Raonic et Daniel Nestor ne participeront pas au premier tour de la Coupe Davis ce week-end. Le 13e mondial ne s'est toujours pas remis d'une blessure à un adducteur survenue pendant l'Open d'Australie et le second a déclaré forfait pour des raisons familiales. Une nouvelle qui permet en tout cas à l'équipe de France d'envisager ce tournoi avec sérénité. On écoute le capitaine Yannick Noah face à la caméra de Bénédicte Jourdier. Je ne souhaitais pas sa défection, mais ouais, j'aurais voulu le battre. Mais voilà, on essaiera de battre les autres. Un petit mot sur la qualité de la terre battue, comment tu juges Elle est très bonne, elle est très bonne. Hein. C'est un peu comme toutes les terres battues, à savoir que suivant le temps, elle peut changer, évoluer. On a eu un peu de tout, donc c'est très bien, on s'est un peu adapté. On a eu une forte chaleur avec un cours assez rapide, des balles qui étaient très vives. Et puis aujourd'hui, hier en fin d'après-midi, des conditions où là, il est beaucoup plus humide, donc plus lent. Voilà, même quand il pleut. Enfin, c'est une chance, il a plu aujourd'hui, on n'a pas pu travailler. Maintenant, ils sont en train de faire les petites décos. Mais ce qui comptait, c'était surtout les tribunes, le cours. Et ça, c'est parfait. Hier avait lieu la première étape du championnat de la Guadeloupe de voile traditionnel sur le magnifique plan d'eau de l'Oricisque à Pointe-à-Pitre. Patrick Curie, Moïse Dexter et Nathalie Dinan y étaient. Considérée comme l'une des plus belles épreuves tant sur le côté sportif mais aussi pour sa visibilité depuis le littoral, la troisième manche du championnat de voile traditionnel a tenu toutes ses promesses et a vu s'imposer l'équipage GRC là au terme d'1h30 d'effort. Alors qu'est-ce qui a fait la différence? Je pense que nos choix de marquage ont su faire la différence dans la deuxième partie de course puisque nous n'étions pas en tête dès le début. Au début nous étions en milieu de paquet.
On a réussi à rattraper les premiers et à les doubler. Et ensuite, on a fait que les marquer. La stratégie, c'était de rester le plus entre eux et la bouée à laquelle nous allions pour ne pas pouvoir créer d'écart, pour pas qu'ils profitent d'une situation dont nous, on n'aurait pas profité. Au niveau du vent, il y a pas mal de vent. Nous sommes partis à 5, alors que nous voulions partir à 6, mais nous n'étions pas assez nombreux. Donc on avait une appréhension à ce niveau-là, puisque nous nous disions que nous ne tiendrons pas le bateau dans le vent. Finalement, on n'a pas trop été désavantagés. On a réussi à tenir, à part dans les plus grosses risées, et puis voilà. Marcelin Wilbon, 3e sur cette manche, reste leader du championnat, avec un bon début de course, mais un deuxième passage un peu plus compliqué. Pour cela bien parti, bon matin là, tenons un petit vent très régulier. Mais à la fin, le vent a tourné du sud, le vent a basculé au sud, donc qui fait un perdu plusieurs places. Mais à la fin, un mètre technique dehors, on cherchait à regagner les places, donc on finit 3e, en sentillant très bien couru. On pourra noter à l'arrivée un vent violent qui a fait chavirer quelques bateaux sans gravité. La 4e manche du championnat de Guadeloupe de voile traditionnel est prévue le dimanche 28 février à Vieux-Fort. Des images signées Patrick Curie et Moïse Dexter. Quelques informations pratiques maintenant. Le CCAS et la Caisse des écoles de la ville des Abîmes seront fermés jeudi 3 mars. Une permanence sera assurée par le service de l'état civil ainsi que le service technique et la police municipale. Les services communaux reprendront leur fonctionnement normalement le vendredi 4 mars aux horaires habituels. Et puis une information qui devrait intéresser également les marins, pêcheurs et navigateurs. Des travaux seront effectués à la capitainerie du Grand Port Maritime de la Guadeloupe. Il s'agit du remplacement des bouées, de mise en place d'un anémomètre sur la bouée PP2 et d'enlèvement de corps morts qui ont repris. Le quartier de Grand Camp aux Abîmes sera durement touché par des coupures d'eau dès demain matin à 8 h. Le retour à la normale est prévu en fin d'après-midi, selon la Générale des Eaux. Et enfin, les travaux sur la Nationale 1 à Goyave continuent. Une circulation réglementée est mise en place depuis ce matin. Enfin, la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale lance un appel à projet régional pour former des bénévoles. Plusieurs dates de réunion sont prévues à compter du jeudi 17 mars. Toutes les informations nécessaires seront accessibles sur le site internet de la DJSCS jusqu'au 30 mars. Voilà pour les informations pratiques. Dans un instant, question directe présentée par Eddy Planté. C'est la fin de notre édition locale et régionale.